Bonjour tout le monde. Alors je vais aujourd'hui clôturer la série sur le pouvoir du mythe et les séries. Je pense que nous arrivons à la 4e vidéo. J'ai parlé de Once Upon a Time, ensuite The Vampire Diaries, j'ai aussi parlé de The Originals et aujourd'hui je vais vous parler de Criminal Minds, une série qui est aussi assez ancienne et qui existe en version traduite sous le titre d'Esprit criminel. Donc comme pour chaque vidéo, je vais tout d'abord vous parler de la série, de ce que j'ai apprécié, ce que j'en ai retiré par rapport à mon propre cheminement personnel et spirituel. Et ensuite, je partagerai une sélection de tarot et oracles que personnellement j'utilise pour travailler à certains thèmes qui sont traités dans la série et que je recommande éventuellement aux personnes qui choisissent de regarder cette série et peut-être aussi de travailler à certains aspects que l'on retrouve dans Criminal Minds. Alors tout d'abord, pour donner le contexte, pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas cette série, il s'agit d'une petite équipe d'agents spéciaux qui font partie d'une unité spéciale du FBI et qui poursuivent certains des plus grands criminels. Et ce qui, selon moi, fait la différence entre Criminal Minds et peut-être d'autres séries qui peuvent aborder des thèmes relativement similaires, c'est le fait que les agents spéciaux sont aussi des profilers, c'est-à-dire qu'ils dressent un profil psychologique des criminels pour pouvoir les identifier, les comprendre aussi, et pour pouvoir les retrouver. Et ce profil psychologique fait partie intégrante de chaque épisode. C'est personnellement ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, ce que j'ai trouvé extrêmement bien fait dans la série. Et c'est aussi quelque chose que je trouve tout à fait en lien avec cette thématique de pouvoir du mythe. Alors juste avant de commencer, je voudrais faire deux petites parenthèses. La première, c'est que c'est une série dans laquelle, pour chaque épisode, pratiquement, vous allez retrouver des scènes qui risquent d'être déclenchantes. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui peuvent être très difficiles et qui peuvent venir mettre en stress des personnes qui ont pu vivre, elles aussi, certaines situations particulièrement difficiles, voire éventuellement certains traumas dans le passé, dans l'enfance. Et donc, c'est important de pouvoir être attentif à ça. Il y a dans la série et dans pratiquement tous les épisodes des meurtres et des meurtres qui peuvent être très durs, parfois assez sauvages. Il y a des viols, il y a de la torture et là aussi des modes de torture assez épouvantables. Il y a de la violence, y compris de la violence envers les enfants et parfois aussi envers les animaux. Donc c'est vraiment une série qui ne parlera pas à tout le monde, qui n'est pas facile à regarder et qui risque, encore une fois, de réactiver certaines personnes qui ont pu avoir certains vécus similaires et qui ne sont pas arrivées à un certain ancrage sur leur chemin. C'est-à-dire qui n'ont pas réalisé un certain processus de guérison qui leur permet de pouvoir regarder certaines de ces scènes dans la série avec un certain détachement et de pouvoir retirer quelque chose de bénéfique de cette série et pouvoir aussi peut-être acquérir une certaine perspective par rapport à leur propre vécu. Donc tout comme pour le travail sur les ombres, le travail sur les traumas ou bien le travail sur soi dans une mesure peut-être un petit peu plus approfondie, c'est vraiment important de pouvoir être à l'écoute de soi, de pouvoir être attentif à ce qui se passe à l'intérieur et de ne pas se mettre en stress en regardant certaines situations qui peuvent venir nous déclencher. Ensuite, je vais parler de tarot et oracle que vous pourriez choisir d'utiliser en parallèle ou bien pour travailler à certains thèmes qui sont évoqués dans la série. Mais si vous avez vécu des expériences particulièrement difficiles, douloureuses, pertes, deuil, traumatisme,
violence physique, émotionnelle, psychique, ça n'est vraiment pas une bonne idée de vouloir travailler sur vous-même par vous-même. C'est important de pouvoir faire appel à un thérapeute, faire appel à quelqu'un qui est compétent, qui va pouvoir tout d'abord être là pour vous, vous guider, vous accompagner, et ensuite, sur le côté, eh bien, éventuellement travailler avec les cartes pour apporter une autre perspective et pour être accompagné aussi différemment dans ce processus de guérison. Donc voilà, c'est vraiment important, je pense, de souligner ceci et de rappeler à chacun de faire preuve de responsabilité et de conscience aussi euh, par rapport à notamment cette série. Alors, pour ce qui en est de ce que j'ai personnellement retiré de cette série, il y a plusieurs choses. Donc tout d'abord, cette série vient mettre en scène certains des criminels probablement les plus vicieux et leur MO, c'est-à-dire leur manière de fonctionner, leur type de crime préféré, leur mode de torture, de prédilection, les instruments de torture aussi euh, qui leur sont propres. Ensuite, il y a aussi les victimes qui sont mises en scène et évidemment les agents. Et une des choses, je pense, les plus importantes que j'ai pu retirer de cette série, c'est d'avoir pu mettre des mots et des images sur certains vécus que j'ai eus, sur certains vécus qui sont en fait des crimes, et de pouvoir aussi me reconnaître en tant que victime. Donc j'ai déjà occasionnellement parlé sur ma chaîne du fait que j'ai connu certains traumas dans mon enfance et ces dernières années, j'ai été confrontée à différentes expériences qui sont venues réactiver les traumas de mon enfance. Et donc j'ai été amenée à réaliser un très très puissant travail de guérison sur moi-même. Et dans ce vécu traumatique dans mon enfance, j'ai été élevée avec cette perspective de normalité. Donc il y avait beaucoup de tabous, beaucoup de secrets aussi dans ma famille. Et j'ai retiré finalement cette impression que ce que je vivais était relativement normal. Je n'en ai jamais parlé à des personnes extérieures, je n'en ai jamais parlé non plus aux personnes de ma famille. Et je pensais que tout le monde vivait plus ou moins ce que je vivais aussi. Même si j'avais bien remarqué qu'il y avait un certain décalage par rapport à mes copines à l'école par exemple, ou bien d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, qui ne me comprenaient pas, qui me traitaient de sensible, ou bien qui me disaient que j'exagérais, etc. Et ensuite, lorsque j'ai quitté ma famille, eh bien, j'ai fait tout ce qui était possible pour essayer d'être aussi normale que possible, ce qui, évidemment, s'est très mal passé. Et c'est vraiment en regardant cette série que j'ai pu conscientiser la gravité de certaines expériences que j'ai pu vivre et que j'ai pu aussi commencer à me reconnaître comme victime. Alors, la communauté New Age, la communauté spirituelle aujourd'hui, a tendance à beaucoup répéter le fait de ne pas se placer comme victime et ne pas non plus tomber dans la victimisation. Alors, je suis d'accord dans une certaine mesure, mais pas entièrement. Je pense que c'est un sujet qui est très complexe, qui est aussi très sensible et qui a tendance à être présenté de manière sursimplifiée, comme malheureusement beaucoup de choses. Et ça n'est pas nécessairement bon, ça peut même parfois être préjudiciable pour des personnes qui ont eu un vécu relativement lourd. Et, justement, c'est pendant que j'ai regardé cette série, qui est très longue, hein, puisqu'il a quand même 16 saisons de environ 22 épisodes, eh bien c'est pendant que j'ai regardé cette série que j'ai fait différentes démarches et que j'ai pu commencer à obtenir une certaine reconnaissance
de ce que je vivais et aussi de ce que j'avais pu vivre avant. Alors, cette reconnaissance de victime, selon moi, elle est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, étant donné que je suis passée par différentes expériences qui sont venues réactiver des traumas de mon passé, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai pu découvrir que un certain nombre de traumas que j'avais personnellement vécus se reproduisent dans ma famille sur plusieurs générations depuis pas mal de temps. Et toutes les personnes qui ont pu être victimes, qui sont majoritairement des femmes, n'ont jamais eu de reconnaissance de ce qui s'était passé, ni du fait qu'elles ont été victimes. Et c'est quelque chose qui a des répercussions importantes. Et par exemple, il y a un profond sentiment d'injustice qui est nourri en fait dans ma famille et qui encore une fois se répand à travers les générations, qui est transmis des parents aux enfants. Il y a ce profond sentiment d'injustice qui en plus se comprend puisque personne n'a jamais fait les démarches de parler de ce qui s'était passé et de le faire reconnaître. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de méfiance, voire du ressentiment et de la colère par rapport aux figures d'autorité, quelles qu'elles soient, et par rapport au système juridique. Ensuite, il y a aussi une création d'histoire dans laquelle il y a d'un côté des monstres, des mauvais, des personnes qui ont commis des choses horribles et qui s'en sortent, puisque évidemment il n'y a jamais eu de démarches qui ont été réalisées et qui ont pu aller jusqu'au bout. Et ensuite, de l'autre côté, il y a les victimes, les pauvres personnes qui sont traitées de manière injuste et qui, d'une certaine manière, ont l'impression de subir et de payer parce qu'il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'addiction, il y a des difficultés dans différents domaines de la vie, etc. Parce qu'il y a ces différentes expériences qui n'ont jamais été reconnues. Et ensuite, il y a cette fabrication de monstres, justement, qui, elle aussi, se transmet à travers les générations. Et donc, il y a finalement un récit qui est très chargé émotionnellement, parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a un sentiment d'injustice, parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a un désir de vengeance aussi, qui masque en fait des blessures qui ont été réprimées et qui n'ont jamais pu être reconnues et donc jamais pu être réparées non plus. Et avoir un discours qui est très chargé émotionnellement, qui va se baser sur des ressentis objectifs, j'ai vécu ça, un tel m'a fait ça, ça empêche de pouvoir évidemment voir les choses de manière plus claire, de manière plus posée, et donc aussi de pouvoir agir de manière plus claire. Et ça va créer au contraire une tendance à dramatiser, une tendance à générer encore une fois de la colère. Et ce sont des attitudes et des émotions qui vont drainer beaucoup d'énergie et qui vont aussi amener les personnes à constamment ressasser ce vécu et à avoir besoin de beaucoup en parler, avoir besoin de se lamenter ou bien de justifier certaines choses à cause de leur vécu ou bien par le vécu qu'elles ont eu. Donc il y a vraiment ce besoin de parler de manière qui est inappropriée et qui, d'une part, va continuer à nourrir encore la victimisation, parce que ce sont des personnes de la famille, ce sont des voisins, ce sont des connaissances.
Donc des personnes tout à fait lambda, qui n'ont pas de ressources particulières, qui n'ont pas nécessairement de recul, qui ont pu avoir un vécu peut-être similaire et qui vont donc rentrer dans le ressassement aussi de cette victimisation. Oh, c'est terrible ce qui t'est arrivé, oui, c'est vraiment quelqu'un de pourri, et puis le monde est comme ça, et on part dans tout un tas de clichés très chargés émotionnellement qui vont nourrir de la victimisation. Donc, euh, personnellement, ce que j'ai vécu, j'ai par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai fait différentes démarches et je suis aussi allée devant la justice. Et j'ai regardé cette série, j'ai fait pas mal de recherches sur les traumas, j'ai réalisé un profond travail de guérison sur moi-même, par rapport à ma famille aussi. Et tout ça m'a permis de pouvoir retrouver une perspective beaucoup plus objective de ces histoires, ces expériences qu'il y a eu dans ma vie et dans ma famille, et ces histoires qui se racontent de génération en génération. Ça m'a permis de pouvoir exprimer et libérer des souffrances, des blessures, de la colère aussi, et de petit à petit commencer à reconstruire ma confiance dans le système social, le système juridique, même si évidemment il n'est pas parfait, on est bien d'accord, et aussi de pouvoir commencer à me reconstruire. Donc, ce long aparté pour dire que se reconnaître comme victime, pouvoir parvenir à se reconnaître comme victime, c'est pour moi une étape essentielle du processus de guérison. Tant que on reste dans un vécu qui est très, ou dans un récit qui est très émotionnel, j'ai souffert avec un tel qui m'a fait souffrir, on ne peut pas poser les choses, on ne peut pas nommer ce qui s'est passé, clairement en tout cas, correctement, et donc on ne peut pas poser les bonnes actions pour avancer, que ce soit suivre un processus de guérison ou bien que ce soit entamer certaines démarches pour pouvoir obtenir déjà une écoute et ensuite éventuellement une réparation. Donc ça, c'est probablement le premier élément que je retire d'avoir regardé cette série. Ensuite, la deuxième chose qui m'a énormément parlé, c'est cette notion de profil psychologique. Donc grâce à ce profil, les agents peuvent, à partir des crimes, à partir des victimes aussi, reconstruire l'histoire du criminel et comprendre son fonctionnement, comprendre sa manière d'opérer à travers les meurtres, à travers les tortures, à travers ce qu'il va utiliser pour faire du mal aux autres. Et généralement, ce profil va revenir à l'enfance et à un vécu particulièrement difficile ou traumatique que le criminel a pu connaître et qui soit a nourri et développé des pulsions qui étaient déjà présentes, ou bien qui a créé une réelle rupture psychologique de par la violence que la personne a pu vivre dans son enfance et qui l'a amené à développer un comportement totalement déviant et violent. Alors ça ne veut pas dire du tout que ce profil psychologique permet de justifier ce que la personne a commis comme crime, ou bien que cela amoindrit éventuellement le tort que la personne a pu causer à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir ramener une certaine objectivité par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Donc, dans la première série dont j'ai parlé, Once Upon a Time, il y avait ce sous-titre « Evil is not born, it is made ». Donc, on ne naît pas mauvais, on le devient. On ne naît pas méchant, on le devient. Et c'est aussi quelque chose que je retrouve dans cette série Criminal Minds. Je pense aussi que, à quelques exceptions près, personne n'est intrinsèquement mauvais et personne n'est non plus intrinsèquement bon. Je
pense qu'il y a certaines prédispositions génétiques et ensuite il y a l'environnement, évidemment, la famille, le plus souvent, qui va amener à créer des ruptures psychologiques ou des maladies qui vont se transformer en pulsions violentes et parfois meurtrières. Mais c'est selon moi vraiment un aspect essentiel et qui m'a aussi beaucoup aidé par rapport à mon propre chemin de guérison. Donc dans Once Upon a Time, il y a des personnages de contes de fées, c'est-à-dire des personnages tout à fait fictifs, et il y a d'un côté les méchants, plus particulièrement il y a la méchante reine, The Evil Queen, et ensuite il y a les gentils, et la plus gentille des gentils, c'est Blanche-Neige. Ensuite, dans The Vampire Diaries et The Originals, il y a encore des personnages fictifs, mais ce sont des humains, ou en tout cas, c'était des humains qui sont morts, qui sont devenus des vampires, et donc qui ont perdu leur âme, qui ont perdu leur humanité, et qui vont créer ou bien commettre des actes incompréhensibles et terribles. Et dans Criminal Minds, ce sont des humains, ce sont des criminels. Donc là, les méchants sont ramenés à leur dimension humaine. Et selon moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est aussi un des points les plus importants que je retiens de cette série. Tant que nous percevons une personne qui a pu nous blesser, nous causer du tort comme un monstre, nous sommes pris sous son emprise et nous ne pouvons pas nous en défaire parce que nous, petite personne qui a été blessée, nous ne pouvons pas nous défendre face à un monstre, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est même pas humain ou qui n'a même pas des qualités humaines. Tandis que lorsque nous pouvons le ramener à sa dimension, le ou la, le ramener à sa dimension humaine, que nous pouvons essayer de comprendre ce qui a amené la personne à devenir ce qu'elle est devenue et à se comporter de la manière dont elle s'est comportée, eh bien ça nous permet de pouvoir nous libérer de son emprise, apprendre à nous défendre ou bien à pouvoir nous protéger, et donc ça veut dire que petit à petit nous pouvons récupérer notre pouvoir. Et je pense que c'est vraiment toute la puissance de cette notion de mythe que j'ai explorée, que j'ai étudiée et que j'inclus aussi dans mon travail avec les cartes. Donc voilà, ce sont les aspects dont je voulais parler par rapport vraiment à la série, par rapport à comment elle m'a parlé et comment je l'ai utilisée pour accompagner tout un travail que j'ai réalisé sur moi-même. Donc encore une fois, hein, je voudrais quand même préciser que j'ai regardé la série et celle dont j'ai déjà parlé avant aussi, mais j'ai fait des études de différentes modalités thérapeutiques. J'ai travaillé sur moi-même avec plusieurs personnes et j'ai continué d'étudier aussi ou de faire des recherches sur ces aspects qui m'ont particulièrement parlé et interpellé dans la série. Et donc maintenant, je vais vous parler de tarot et oracle que je mets en lien avec différents aspects que l'on retrouve dans cette série. Alors, je vais commencer avec un tarot. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé dans cette série. Il s'agit du Mother of Crows, qui est accompagné d'un livre qui est traduit en français. Alors, lorsque je parle de mythe, lorsque je parle d'histoire, lorsque je parle de storytelling, je pense Mother of Crows. Ce tarot est absolument fabuleux pour travailler à cette notion d'histoire que nous pouvons nous raconter, qui est évidemment une perception et une perspective subjective de ce qui s'est passé. Et le corbeau, qui est omniprésent dans ce tarot, est selon moi un animal tout d'abord féminin et ensuite très liminal. Et c'est aussi un animal qui pour moi est porteur de vérité. Donc j'adore utiliser ce tarot pour travailler avec des personnes et pouvoir justement examiner ce mythe qui est raconté
par rapport à leur vécu, par rapport à leur passé, et pouvoir ramener de la vérité, c'est-à-dire ramener une certaine objectivité et voir là où le mythe a besoin d'être changé pour nous permettre de reprendre notre pouvoir et transformer le mythe et pouvoir créer une nouvelle histoire pour les expériences que nous souhaitons avoir dans l'avenir. Donc ce tarot est absolument fabuleux pour ça, je l'adore et je l'utilise vraiment très souvent pour travailler à cet aspect de voilà, quelle est l'histoire que la personne se raconte et qu'est-ce qui a besoin maintenant de changer, quelle perspective a besoin d'être remise en question, ou est-ce qu'il y a besoin de ramener plus de clarté, plus d'objectivité pour que la personne puisse reprendre son pouvoir et qu'elle puisse changer l'histoire. Une histoire qui évidemment était négative, c'est-à-dire qui avait un impact négatif et qui va permettre à la personne de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ensuite, je vais vous parler du Earthbound Oracle qui malheureusement n'est plus disponible, mais c'est un oracle que j'adore et tout particulièrement pour travailler à ces différentes choses qui peuvent être qui peuvent se retrouver dans la série. Donc, des histoires de vécu qu'on a besoin de conscientiser, parce que souvent les personnes n'ont même pas conscience en fait de cette histoire qu'elles se racontent, d'expériences qui ont pu être difficiles, et pouvoir comprendre comment elles se répercutent dans le présent de la personne. Cet oracle, il est très clair, il n'y a pas de livret qui l'accompagne, donc il y a juste les images qui sont très symboliques, un mot qui est généralement très court et qui permet de vraiment aller au cœur d'une situation, d'une problématique et amener beaucoup de clarté très rapidement. Ok, alors ensuite, je vais vous parler de quelques oracles. Et pour commencer, l'oracle Sacred Rebels de Alana Fairchild, qui existe en version traduite en français. Les Sacred Rebels, les rebelles sacrés. Alors, cet oracle, je pense à Criminal Minds et je pense à cet oracle. Je pense que pour faire le travail que le BAU fait, il faut avoir un certain niveau de conscience, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi, il faut avoir remis en question beaucoup de choses, et donc il faut être un rebelle sacré. Cet oracle vient nous encourager à nous défaire de ce qui est normalement admis dans la société, qui peut aussi être généralement admis dans notre famille, et pouvoir redevenir nous-mêmes et retrouver notre individualité, retrouver notre personnalité unique et ce qui importe pour nous personnellement. Donc je pense que cet oracle est un magnifique oracle pour accompagner ce processus de travail sur soi, pour retrouver du pouvoir, pour retrouver une certaine maîtrise dans notre vie. Alors je dis maîtrise, ça ne veut pas dire contrôle, ce sont des choses différentes. Mais pouvoir s'élever en fait par rapport à ce que l'on a pu vivre, qui a pu être difficile, et trouver des autres manières de fonctionner. Je pense que c'est tellement facile en fait de réagir à la violence par la violence, alors que pouvoir choisir un autre mode de réaction, ça demande d'apprendre, ça demande une certaine étude par rapport à certaines choses, ça demande de s'éduquer, ça demande de comprendre, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se joue, et ensuite guérir les blessures qui ont tendance à nous faire
réagir très vite et automatiquement, et donc pouvoir changer les dynamiques. Et je pense que c'est vraiment la force de cet oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Alors ensuite, un oracle dont j'ai déjà parlé, mais qui me semble absolument impossible de ne pas mentionner, c'est le Fairy Tale Oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des contes de fées. Donc il y a des contes de fées, donc il y a des histoires, donc il y a des mythes qui sont racontés dans cet oracle, et il y a notamment des mythes qui ne sont pas Blanche-Neige, Cendrillon, tout va bien, ils se marient, ils sont heureux. Il y a des mythes qui sont plus sombres, qui sont beaucoup plus anciens que ce que Disney a été remanié, et qui sont tellement riches et qui sont très intéressants à examiner après avoir regardé la série ou en travaillant avec cette série. Parce que il y a ici des histoires, il y a des contes, il y a des enchantements. Et l'oracle vient montrer ce qui se passe vraiment. Le mythe qui se joue dans une situation pour pouvoir soit le comprendre, le conscientiser, soit éventuellement le transformer. Et en fait, les mythes que nous nous racontons peuvent être nuisibles, notamment par rapport à cette création de monstres dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est nuisible parce que ça nous enlève notre pouvoir. Mais il y a des contes, il y a des mythes qui sont bénéfiques, comme ceux que l'on retrouve dans cet oracle, je trouve, parce qu'ils sont porteurs d'une sagesse intemporelle, qui sont donc inscrits dans notre psyché. Et ce sont des contes qui ont été créés pour nous aider à pouvoir survivre, pour nous aider à trouver les forces et les ressources pour faire face à des situations dangereuses, difficiles, et pour nous permettre aussi de confronter certaines peurs que nous pouvons avoir. Donc j'adore vraiment cet oracle pour travailler à ce type de thématique que l'on retrouve dans la série. Ensuite, je vais aussi parler brièvement de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Je trouve intéressant à tellement d'égards. Je pourrais en parler pendant probablement 1 heure, mais je vais faire court. Premièrement, l'oracle des métamorphes, il me parle pour son côté très instinct, qui peut lui aussi être quelque chose de positif et parfois quelque chose de plus préjudiciable. C'est important de pouvoir être relié à nos instincts pour pouvoir savoir quand fuir, quand nous battre, quand rester posé, pour pouvoir sentir le danger, pouvoir sentir les situations, surtout lorsqu'on a nous-mêmes été confrontés à des situations de danger et d'insécurité. Donc il y a d'un côté ce besoin de se relier à nos instincts qui sont différents de l'intuition, mais ensuite c'est important aussi de ne pas toujours réagir de manière instinctive, c'est-à-dire réagir très rapidement et ne pas prendre le temps de, encore une fois, prendre du recul par rapport à ce qui se passe, peut-être comprendre que nous agissons à partir de parts d'ombre, de blessures, de traumas qui nous font réagir d'une certaine manière et qui vont créer des conflits ou bien des difficultés dans les relations, dans nos situations, ou bien qui vont nous amener à avoir peur, de suivre nos rêves, de suivre nos passions, etc. Et donc pouvoir travailler à ça. Et les animaux sont des créatures absolument fantastiques, je trouve, pour nous accompagner dans ce travail. Donc voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'oracle des métamorphes. Ensuite, je voudrais parler de l'oracle Oracle of the Dragon Fae, toujours de Lucy Cavendish, l'oracle des dragons, j'imagine, en français. Et je voulais en parler par rapport à un angle en particulier. Je pense que les dragons sont
des créatures avec lesquelles j'aime beaucoup travailler. J'ai beaucoup de respect pour les dragons. Et ce sont des créatures qui, pour moi, incarnent cet aspect de protection. Et lorsque on a vécu des situations qui nous ont fragilisés, eh bien, ça peut être difficile de comprendre cette notion de protection. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent très confus. Beaucoup de personnes parlent de protection, on parle de tout un tas de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas réalistes. Et donc, c'est un aspect qui, je pense, est assez confus et n'est pas simple. Et c'est normal parce que lorsqu'on a vécu des choses difficiles et qu'on n'a pas été protégé, lorsqu'il n'y a pas eu de reconnaissance, ben c'est extrêmement difficile de pouvoir savoir qu'on a le droit d'être protégé et pouvoir commencer à apprendre à reconstruire quelque part des mécanismes qui vont nous permettre de nous protéger face à des personnes qui peuvent avoir de mauvaises intentions à notre égard. Et donc travailler avec cet oracle, je pense, est un magnifique outil pour examiner cette perspective, entre autres, il y a beaucoup de choses que l'on peut travailler, mais entre autres, cette perspective de protection. Voilà, je vais terminer avec Tatsuya, de mes préférés. Soyez courageux. Alors, ensuite, je vais d'abord parler de ces deux-ci. Alors, je vais vous parler d'un tarot que j'apprécie beaucoup et que j'ai repris récemment, qui est le Wildwood. Je pense qu'il s'appelait Greenwood avant et maintenant c'est Wildwood, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas du tout la moindre idée de comment il est traduit en français. C'est de Bill Withington. Alors, j'aime beaucoup ce tarot parce que, voilà, Wildwood, on est dans la forêt sauvage. Et voilà, dans la forêt sauvage, eh bien, il y a des prédateurs, il y a des dangers. Donc, on retrouve tout ce contexte qui est abordé dans la série Criminal Minds. Et donc, ce tarot est aussi un outil que je trouve très intéressant pour travailler à cette perspective de développer des instincts, apprendre à se protéger, mais aussi savoir quand est-ce qu'il faut éventuellement attaquer, quand est-ce qu'on a besoin de devenir aussi, ou en tout cas de reconnaître et de respecter notre part de prédateur, mais aussi pouvoir travailler sur soi lorsque l'on a été abusé, lorsque quelqu'un nous a causé du tort. Il y a une perspective, je trouve, légèrement chamanique dans ce tarot, des énergies très anciennes, comme ici, et il y a des animaux aussi dans une perspective plus chamanique, donc plus ancienne, donc très loin de Disney et compagnie. Vraiment les animaux avec leurs instincts, avec leurs instincts de survie. Voilà, donc j'ai repris ce tarot récemment et c'est un réel petit bijou que j'aime utiliser et qui est, je pense, assez approprié par rapport à cette perspective de voilà, le monde dangereux de la nature, parce que la nature peut être dangereuse, et ensuite ce monde dangereux des humains, parce qu'il peut aussi être dangereux. Maintenant, ça ne veut pas dire que la nature est dangereuse à 100%, ni que les humains sont dangereux à 100%. Voilà, il y a vraiment tout cet aspect qui peut être travaillé avec le tarot Wildwood. Ensuite, je voudrais parler du Line Strider. C'est le tarot du funambule, si je ne me trompe pas. Parce que c'est un tarot qui est doux et la série peut être tellement dure. Je pense que c'est important de pouvoir amener des énergies plus douces pour ramener un certain équilibre.
Donc c'est un tarot qui est très doux, qui est aussi très simple, donc toujours par rapport à cette notion d'objectivité, de pouvoir poser les choses, mais en même temps, il y a quand même un petit mélange d'ombre et lumière qui est très gracieusement imbriqué dans ce tarot. Il y a aussi beaucoup d'animaux, donc à nouveau pour travailler sur cette notion d'instinct, de dynamique, de prédateur, de proie, nos pulsions plus animales, et ensuite conscience plus élevée qui est caractéristique à l'humain. Voilà, donc celui-ci a plus de douceur, tout en restant très clair. Il suit relativement le système du Rider-Waite-Smith, relativement. Et donc je l'aime beaucoup. Ok, alors je vais maintenant parler du tarot Cecoli. Alors, le tarot Cecoli, je vais réitérer la petite parenthèse que j'ai faite en début de vidéo. C'est un tarot qui a peut-être l'air très joli, très mignon, mais qui n'est pas dans cette énergie très jolie, très mignon. Surtout pour les personnes qui ont vécu des traumas ou certaines difficultés dans leur vie et dans leur enfance. Mais il est justement magnifique pour travailler à l'enfant intérieur, pour pouvoir recréer cette connexion à l'enfant intérieur lorsqu'il y a eu une sorte de dissociation. C'est aussi un tarot à utiliser lorsque nous sommes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire lorsque nous sommes suffisamment ancrés, lorsque nous ne risquons pas d'être en tout cas trop déclenchés par les images ou par les histoires que ce tarot va venir nous présenter. Mais lorsque l'on est dans cet espace ancré, centré, je pense que ce tarot peut vraiment aider à faire un puissant travail sur soi. Et sur, encore une fois, l'enfant intérieur, mais pas seulement l'enfant intérieur, les parties blessées de soi, j'ai envie de dire. Parce qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais il n'y a pas que lui en fait. Il y a d'autres parties de nous qui ont pu être blessées, bafouées. Et je pense que ce tarot permet de pouvoir nous connecter à elle. Alors j'arrive tout doucement au bout. Je vais maintenant parler de 3 jeux ensemble. Parce que pour moi, ils ont une énergie qui est très semblable. Je vais commencer par le tarot Serpent Fire. C'est un tarot qui a été produit par un artiste indépendant. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français. Je ne sais pas s'il est encore disponible non plus. J'adore vraiment ce tarot. Je le trouve absolument magnifique. Et c'est un tarot qui a une énergie assez élevée. Donc qui va nous aider à pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé et changer notre perspective aussi par rapport à certaines expériences douloureuses et difficiles que nous avons pu vivre et rencontrer. Pour moi, ce tarot, je l'utilise quand j'ai besoin, voilà, quand j'ai travaillé sur moi, quand j'ai travaillé sur les parties blessées de moi, quand j'ai pu m'apporter de l'écoute, de l'attention, du réconfort, de la reconnaissance, mais que j'ai besoin de trouver ma place dans le monde. Parce que lorsque l'on a vécu des choses particulièrement difficiles, que ce soit des traumas ou bien que ce soit d'autres expériences traumatiques ou en tout cas éprouvantes et difficiles, des expériences de perte, des expériences de deuil, de souffrance, etc. Eh bien, quand on a pris un temps pour travailler sur soi et pour guérir ces différentes parties de soi, ça peut être difficile de retrouver un sentiment d'appartenance en fait dans la société. Et je pense qu'il peut y avoir cette confusion de se dire mais comment est-ce que je trouve ma place? Quelle est ma place?
Et c'est par rapport à ça que j'aime vraiment utiliser le Serpent Fire Tarot. Voilà, pour me poser certaines questions plus big picture, perspective plus large. Me poser des questions plus par rapport à moi, moi en tant qu'âme, ou bien moi et ma place, moi et voilà, qu'est-ce que je fais là en fait, qu'est-ce que je peux apporter, comment est-ce que ce que j'ai vécu peut servir. Voilà, toutes ces questions que j'aime me poser à l'occasion, pas, 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 pas en permanence mais à l'occasion. Ensuite, je vais vous parler du Ritual Tarot de Tiara May. C'est un tarot qui est aussi créé par une artiste indépendante qui n'est pas traduit en français et qui est assez onéreux. J'ai voulu en parler pour une raison assez spécifique. Donc dans la série, il y a donc ces différents criminels, il y a plusieurs catégories de criminels, et il y a certains criminels qui ont des rituels qui peuvent être différents et variés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça m'a parlé par rapport à deux perspectives. La première, c'est effectivement, lorsque on a vécu des choses qui ont pu être difficiles et traumatiques, eh bien, on a besoin de rituels parce qu'on a besoin de sécurité. On a besoin de ramener de la sécurité dans notre vie. On a besoin de ramener un sentiment de contrôle dans ce que l'on a vécu. Et donc, il y a cette notion de rituel qui peut ressortir, plus sous forme de routine. Donc pour moi, une routine, c'est différent d'un rituel, parce qu'une routine, c'est quelque chose d'automatique et d'automatisé, tandis qu'un rituel, c'est quelque chose qui est fait en conscience. Mais voilà, il y a ces routines que l'on peut mettre en place. Par exemple, on a besoin de faire les choses dans un certain ordre, ou bien on ne peut pas quitter la maison tant qu'on ne s'est pas assuré que toutes les fenêtres sont fermées. Voilà, il y a différentes choses que chacun peut avoir en fonction de son propre vécu et sa propre sensibilité. Et ensuite, dans un second temps, lorsque l'on a... Non, tout d'abord, il y a le processus de guérison. Et je pense que le processus de guérison, il est marqué par des rituels, dans le sens où il y a des étapes, et des étapes à vivre en conscience pour vraiment pouvoir arriver à une guérison. Donc il y a un processus, il y a des habitudes à changer, donc il y a des habitudes que l'on va devoir modifier. Et donc, travailler avec des rituels, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider dans cette perspective de guérison. Et en plus, la guérison, ça n'est vraiment pas quelque chose de magique dans le sens abracadabra. C'est un processus qui peut être long, qui peut prendre plusieurs années, qui peut prendre toute une portion de notre vie. Et donc, il y a aussi cette notion que l'on retrouve dans les rituels, parce qu'un rituel, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois et c'est bon. C'est généralement quelque chose que l'on fait d'une certaine manière, avec certains objets, à un certain moment et avec une certaine régularité. Et pour moi, le processus de guérison, il est tout à fait ritualistique, en tout cas dans ma manière de travailler et dans ma manière de me soutenir dans mon chemin de guérison. Voilà, il y a ces différents aspects aussi qui sont très importants. Et une fois qu'on a pu guérir de certaines blessures particulièrement profondes, et bien à ce moment-là, on peut commencer à mettre en place des rituels, c'est-à-dire des habitudes qui vont vraiment être constructives, qui vont être porteuses, qui vont être mises en place en conscience et qui vont nous permettre d'avancer vers la vie que nous voulons pouvoir créer dans notre vie, ou dans l'avenir, je veux dire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tarot pour cet aspect justement de rituel. Donc simplement, hein, c'est un tarot, comme je disais, qui n'est pas disponible en français, qui est onéreux et qui ne suit pas du tout le système du Rider-Waite-Smith. Il a presque un système qui lui est propre, donc il n'est vraiment pas simple. Mais voilà, personnellement je l'adore et il a vraiment une place très importante pour moi dans ce processus de travail sur soi et plus particulièrement de choses qui peuvent être plus difficiles. Et ensuite, je vais vous parler aussi de l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild qui est traduit en français.
Donc les 3 jeux dont je viens de parler, Serpent Fire, Ritual Tarot et Oracle d'Isis, pour moi portent cette énergie d'Isis. Ce sont en tout cas différents jeux que j'utilise pour me connecter avec Isis. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de parler d'Isis par rapport à cette série Criminal Minds, Esprit criminel, c'est parce que je pense que là aussi, pour guérir, c'est important de pouvoir faire le point sur nos valeurs, pouvoir réfléchir à selon quelles valeurs nous voulons vivre notre vie. Donc les criminels, ce sont des personnes qui ont vécu des traumas, qui ont vécu une rupture psychologique et qui ensuite sont complètement sous l'emprise du cerveau traumatisé qui crée un mécanisme de défense. Et donc, il ne faut pas commettre des crimes pour être dans cette perspective. Je pense que nous avons tous tendance à vivre les choses de manière très automatique, avoir des comportements qui sont très automatisés. Et par moments, c'est important de pouvoir s'arrêter et se demander pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que c'est en accord avec qui je suis? Est-ce que je suis dans mon pouvoir? Et donc, c'est pour cette raison que j'aime beaucoup travailler avec Isis. Et ensuite, par rapport à cet oracle en particulier, je le trouve extrêmement adapté par rapport à la série pour travailler notamment au masculin sacré. Donc on parle beaucoup du féminin sacré. Isis est certainement une déesse qui peut nous aider par rapport au féminin sacré, mais je pense que la manière dont elle nous aide à travailler le féminin sacré, c'est en réparant le masculin sacré. C'est-à-dire pouvoir changer l'histoire que nous nous racontons par rapport à des personnes qui ont pu nous causer du tort, par rapport à des personnes qui ne nous ont pas protégés, et ça peut être un parent, père ou mère, ça peut être un partenaire ou bien une partenaire, ça peut être différentes personnes dans notre vie. Et donc pouvoir travailler à ce masculin sacré comme porte d'entrée pour aller réparer le féminin sacré. Et retrouver notre propre pouvoir et donc vivre notre vie selon nos valeurs. Voilà, donc on est dans quelque chose qui a une perspective beaucoup plus large et beaucoup plus élevée aussi. Et pour terminer, je voulais parler de l'oracle de Kuan Yin. Toujours dans la Neferchild, donc lui aussi il est traduit. Et j'ai un petit peu hésité en fait à parler de cet oracle, mais ensuite j'ai décidé de l'inclure malgré tout dans cette liste parce que tout d'abord, la série est très sombre, elle est très dure. Il y a vraiment des crimes inimaginables et des personnes qui vont donc venir nous toucher. Et Kuan Yin, pour moi, c'est la voie de la compassion. C'est-à-dire, c'est de pouvoir comprendre que chacun a un vécu. Et donc, de prendre du recul, prendre du détachement par rapport aux histoires qui sont habituellement répétées et répandues, et pouvoir nous dire, voilà, chacun est à son propre chemin d'évolution, surtout lorsque on remet en perspective des personnes qui causent du tort, criminel ou pas, hein, parce qu'il y a des expériences, parce qu'il y a un vécu qui a amené la personne à agir de cette manière. Et donc sortir du jugement, je pense que c'est important aussi pour soi, d'accord? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que on doit légitimiser ce que la personne a fait. Je parle pour soi. Je parle pour soi, c'est important de pouvoir être dans de la compassion et pouvoir se dire, ok, la personne m'a fait du tort, mais il y a une histoire pour faire un dernier lien avec cette notion de mythe. Et voilà, j'aime beaucoup travailler avec Kuan Yin par rapport à ça, pour ramener de la compassion, ramener de la douceur, et aussi entrer dans cette énergie de changement. Pouvoir nous dire, c'est pas parce que nous avons vécu quelque chose de difficile dans le passé que nous serons éternellement une victime, ou bien que notre vie sera difficile jusqu'à la fin. Mais
il faut entrer dans cette perspective de changement. Il faut passer par un processus de guérison qui va amener des transformations et qui va nous permettre de changer l'histoire et de passer à autre chose. Voilà, j'en ai terminé avec la série Criminal Minds, avec mes réflexions et avec les jeux que je voulais partager avec vous. Je pense que d'une certaine manière, Criminal Minds est vraiment un magnifique exemple par rapport à cette idée de mythe. Elle vient montrer que nous avons tous, encore une fois, une histoire. Et en fonction de l'histoire que nous choisissons de nous raconter, eh bien, nous allons vivre notre vie d'une certaine manière. Nous allons faire certains choix, nous allons avoir certains comportements, nous allons poser certaines actions. Mais ensuite, il y a des moments où il faut nous interroger sur ce mythe et nous demander si ce mythe est vrai, s'il est toujours vrai pour nous. Peut-être qu'il a été un moment, peut-être qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Est-ce qu'il est bénéfique pour nous et est-ce qu'il est temps de le remettre en question et peut-être de le transformer? Et donc de pouvoir raconter notre histoire différemment et pouvoir guérir, grandir et donc évoluer. Donc voilà, c'est le dernier épisode de la dernière vidéo de cette série sur le pouvoir du mythe. Maintenant j'ai pas mal d'idées, d'autres vidéos que j'ai envie de proposer, toujours par rapport au mythe, mais cette fois-ci plus spécifiquement par rapport au tarot, qui, selon moi, est un magnifique et puissant outil de conscientisation et ensuite qui va nous aider à tisser, défaire et retisser les histoires que nous pouvons nous raconter, les mythes que nous pouvons avoir créés et continuer de répéter dans notre vie et parfois bien au-delà de cette vie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un sujet qui me fascine et comme je disais, je peux en parler pendant des heures. Maintenant, juste une toute dernière chose, il y a en fait une suite à cette série. Je sais que j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui n'étaient pas au courant. Il y a une suite à Criminal Minds qui s'appelle Criminal Minds Evolution. Et cette suite est très intéressante parce qu'elle est totalement différente de la série et des épisodes que l'on retrouve dans la série. Il y a toujours des criminels, mais c'est très 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 différent. Et alors les agents, en fait, les profilers, sont présentés d'une manière qui est très différente. Déjà, ils sont beaucoup plus âgés parce qu'il y a un certain temps qui s'est écoulé et ils ont connu des difficultés personnelles. Et je trouve que c'est tellement intéressant d'avoir proposé cette suite et de cette manière parce que lorsque l'on regarde Criminal Minds, on peut avoir tendance à regarder les agents, cette fois-ci non pas voir les criminels comme des monstres, mais voir les agents comme des sortes de super-héros. Parce qu'ils sont en pleine forme, ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de détachement par rapport aux situations, ils ont énormément d'empathie. Et donc on peut être amené à les regarder comme des super-héros et de nouveau ne pas pouvoir nous identifier à eux et donc ne pas pouvoir retirer certaines leçons et certaines compréhensions. Et dans cette suite, eh bien, ils sont beaucoup plus humains, beaucoup plus normaux, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont eux aussi face à certaines difficultés personnelles dans leur vie. Et donc ça montre bien que même les personnes les plus armées, les plus intelligentes, peuvent passer par des phases d'effondrement. Et c'est certainement quelque chose qui m'a beaucoup parlé par rapport à mon propre vécu aussi, par rapport à ces dernières années où tout s'est effondré dans ma vie et ça a été très 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 effrayant et déstabilisant. Et me dire voilà, tout le monde a le droit de par moments se retrouver dans des situations où on perd contrôle et où tout devient extrêmement difficile et on peut tomber dans des endroits très sombres de notre psyché et de la vie.
Voilà, donc je termine cette vidéo. Je voulais simplement vous dire que pour toutes les personnes qui ont apprécié ce que j'ai partagé, je propose des ateliers et aussi des mentorats pour étudier le tarot ou bien aussi les oracles. Et donc j'apporte toute cette perspective de différentes manières dont on peut utiliser les cartes pour travailler sur soi, par rapport à différents thèmes, par rapport à différentes expériences que nous avons pu avoir. Donc si c'est quelque chose que vous aimeriez apprendre, eh bien n'hésitez pas à consulter ma boutique sur Etsy qui s'appelle Moon Raven 17. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. Et si vous avez vécu certaines choses difficiles et que vous avez envie d'entamer un processus de guérison, eh bien n'hésitez pas non plus à consulter cette fois-ci les guidances que je propose. Il y a différentes formules qui sont disponibles pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient et ce qui lui permet d'avancer à son rythme. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant cette petite heure et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.